Bonjour Dominique Vidal, Bonjour. merci de nous recevoir chez vous. Donc on est dans un autre décor aujourd'hui. Vous êtes journaliste, vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages, dont plusieurs essais sur le Proche-Orient. On va revenir dans un instant notamment sur le conflit syrien, mais d'abord, comme à tous mes invités, j'ai une question. Quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui? Moi, ce qui me frappe par les temps qui courent, et pas seulement dans la campagne électorale, c'est la contradiction, même le fossé entre la complexité du monde et la vision binaire qu'en ont la plupart des candidats, et au-delà d'eux, parce que les candidats, c'est pas très important, l'ensemble des gens engagés plus ou moins dans la vie politique. Et ça me paraît très dangereux, parce qu'on ne peut pas répondre à des problèmes nouveaux, complexes, difficiles, avec des grilles de lecture complètement obsolètes du passé. Vous diriez que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le sujet syrien, par exemple, dans cette campagne, ne prend pas, ou en tout cas, ce n'est pas une priorité aujourd'hui des politiques aujourd'hui que d'évoquer ce conflit? Je trouve qu'on en parle pas mal quand même, mais on en parle mal. On est encore comme si la guerre froide n'était pas terminée, dans cette logique que vous connaissez, j'imagine, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc, comme le régime Assad est hostile aux États-Unis, alors il faut approuver, défendre même, le régime Assad. C'est absurde. C'est absurde. Ça ne correspond plus du tout au temps d'aujourd'hui. Et donc, la vision qui se projette sur le conflit syrien est à mille lieues de ce qu'est réellement le conflit syrien, qui est, comme toutes les révolutions arabes, un peuple qui se révolte après des décennies de dictature. Et cette dictature, contrairement à celle de Tunisie ou d'Égypte, elle tient bon parce qu'elle n'a aucun scrupule à massacrer, à torturer, à emprisonner, à bombarder. Et c'est quand même le fond de ce qui s'est passé en Syrie. Alors après, évidemment, ça s'est complexifié au fur et à mesure que la résistance, la rébellion s'est armée à chercher à trouver des armes pour résister à Alors, la répression. on l'a vu notamment là, ces dernières semaines, le poids des images, la une de Libération notamment avec les enfants morts de Damas. Ça vous choque ou ça vous paraît utile, ce type d'images qui sont diffusées aujourd'hui? Personnellement, ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est les gens qui, pour des raisons politiques ou même politiciennes, nient ou bien l'existence d'une attaque chimique, ou bien le fait qu'elle ait été commise par l'aviation d'Assad ou celle de Poutine. Parce que quand même, à ma connaissance, il n'y a pas d'autre force en Syrie qui ait une aviation qui puisse bombarder et bombarder au gaz sarin, comme ça a été le cas. Alors j'ai vu que le porte-parole de l'aviation russe, qui est sûrement un homme très honnête, bien sûr, qui ne ment jamais, nous a dit qu'il y avait un atelier de fabrication d'armes chimiques, sauf que tous les experts, sans exception, disent que c'est impossible pour un groupe de rebelles de fabriquer ou d'importer du gaz sarin. Et quand bien même, pourquoi bombarder un atelier dont on sait qu'il contient des armes chimiques? De toute façon, la responsabilité du régime d'Assad et derrière de Poutine qui le défend, elle est engagée. Alors justement, ce matin, on a appris que le chef de la diplomatie américain, Rex Tillerson, ne sera finalement pas reçu par Vladimir Poutine. Est-ce que c'est le signe d'un climat qui se tend? Ah bah c'est indiscutable qu'entre le flirt assez poussé, si j'ose dire, entre Trump et Poutine pendant la campagne électorale et juste après l'élection de Trump à la présidence, ce flirt, il est terminé. On est dans un affrontement, comme c'était prévisible, entre les deux grandes puissances qui ont des intérêts à défendre. Aujourd'hui, les États-Unis et la Russie sont condamnés à ne plus s'entendre? Non, c'est plus compliqué que ça. La gravité de la situation, et c'est ça que je voulais vous dire à propos de la campagne électorale, c'est pas seulement qu'il y a des conflits partout, comme Jean-Luc Mélenchon l'a dit à Marseille, très bien d'ailleurs, c'est qu'il se déroule avec deux grandes puissances dont les dirigeants sont irresponsables. C'est-à-dire que Poutine est capable de faire ce qu'il a fait en Ukraine, en Crimée, en Syrie, et Trump est capable de faire ses frappes en plus complètement inutiles, et d'envoyer sa flotte en direction de la Corée du Nord. Donc on est devant deux grandes puissances qui, visiblement, ne maîtrisent plus pleinement les conflits dont elles sont partie prenante. Et j'ajoute que la France ne peut pas se mettre à l'écart, parce que nous sommes, nous aussi, avec François Hollande, devenus un pays guerrier, guerrier en Syrie, guerrier en Irak, guerrier au Mali, guerrier en Centrafrique, en Libye, bref, on a nous aussi notre responsabilité. Alors justement, que peut le prochain président de la République française sur le conflit syrien? Est-ce qu'un appel à la paix est suffisant? Non, évidemment, évidemment, tout le monde est pour la paix. Le problème, c'est qu'il ne peut pas y avoir de sortie de crise
sans une transition politique interne en Syrie qui permette, sans Bachar al-Assad et sans les hommes principaux, en tout cas du régime, de recréer une forme d'unité nationale. Quand vous réfléchissez bien, aussi bien en Syrie qu'en Irak, la clé, c'est la possibilité d'avoir des gouvernements incluant l'ensemble des communautés, notamment chiites et sunnites. Tant qu'on n'aura pas ça, on aura les mécanismes qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui. Alors, une des clés, et là vous avez sans doute raison d'attirer l'attention, en tout cas, c'est le fait que l'ONU ne joue pas le rôle qu'elle doit jouer. Et notamment à cause de ce maudit droit de veto qui persiste alors qu'il date de 1945. On n'y reviendra pas, mais c'était la question que Raquel Garrido vous avait posée justement. Est-ce qu'il faut remettre en cause, ou est-ce que le monopole qui est préservé aujourd'hui des Nations Unies doit être préservé justement? Moi, je pense personnellement que plus que jamais, il faut que la France prenne la tête d'une croisade pour réformer l'ONU. Il n'y a pas mieux que l'ONU. C'est pas que j'y sois attaché en particulier, mais il n'y a pas mieux en magasin. Donc il faut se servir de l'ONU, la rendre capable de résoudre les problèmes, y compris en intervenant militairement quand il le faut. Mais elle est légitime, l'intervention des États-Unis, par exemple? Ah non, bien sûr que non. Elle n'est pas légitime, d'abord parce qu'elle contrevient à tout le processus diplomatique en cours, mais surtout parce qu'elle est décidée en dehors des Nations Unies. Donc il faut changer les Nations Unies. Dans quel sens? Très simple. Il faut donner une représentativité et une puissance plus importante à l'Assemblée générale, où tous les États sont représentés, et élargir le Conseil de sécurité en retirant le droit de veto des grandes puissances. Après tout, la guerre mondiale, c'est il y a très longtemps. Donc je veux dire, il faut que l'ensemble du monde tel qu'il est aujourd'hui, et notamment ces pays émergents qui se sont développés depuis des années et qui aujourd'hui demandent leur part, pas seulement du gâteau, leur part de la décision sur la répartition du gâteau, il faut qu'on ait une ONU représentative et donc plus légitime et mieux capable d'intervenir et de résoudre les problèmes. Alors le temps nous manque un peu, mais je souhaiterais vous faire réagir sur ce que l'on a appris hier. La Tchétchénie, qui est donc alliée à la Russie, a annoncé l'ouverture de son premier camp pour homosexuels. Ça ne s'est jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le monde est condamné à ça, à revivre les horreurs du passé? Je vais vous dire une chose, et je vais la dire clairement. Dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, discours en général qu'il tient, il y a une chose qui m'insupporte, c'est le fait de blanchir en permanence Vladimir Poutine. Mélenchon a raison, pleinement, de dire qu'il n'y aura pas de monde stable sans que la Russie ait son mot à dire, sa place sur la scène internationale. Et il a raison. Mais ça n'oblige pas à approuver tout ce que le régime de Poutine, je ne parle pas seulement de l'homme, je parle de son régime, c'est-à-dire le régime, c'est les services, les oligarques, l'Église orthodoxe, ce fatras-là, on n'est pas obligé de bénir tout ce qu'il fait. Et l'exemple que vous donnez est un exemple, non pas ultime, mais un exemple particulièrement symbolique, caractéristique, du caractère rétrograde de ce pouvoir russe actuel. Je ne dis pas toujours, je ne dis pas demain, je ne dis pas... Mais là, on est... Enfin, dans quel pays au monde on en est à créer des camps de concentration pour homosexuels? Alors, c'est des choses dont il faudrait que Jean-Luc Mélenchon, quel que soit son avenir, apprenne à les nommer. De même qu'à Marseille, il a fait un très beau discours, avec une poésie indiscutable, mais il n'a pas nommé les coupables de l'attaque chimique. Donc, à quoi bon faire de longs discours, très très longs discours, sans nommer les choses dont on parle? Eh bien, merci beaucoup Dominique Vidal, merci de nous avoir reçus. Demain, à l'occasion de la sortie du documentaire Pas comme des loups, je recevrai le réalisateur Vincent Pouplard. C'est un film qui parle de questions de marginalité, d'adolescence, de délinquance. C'est d'une poésie sans nom, il faut aller voir ce film. Est-ce que vous avez une question pour lui? Oui, j'ai une question pour lui. Moi, je m'occupe, avec d'autres bien sûr, d'une association qui s'appelle La Chance au concours et qui sélectionne chaque année des jeunes boursiers, donc de milieux défavorisés, pour les aider à préparer les concours des écoles de journalisme. Ça fait 10 ans que je fais ça, à peu près, et c'est absolument passionnant d'être confronté de manière permanente, pendant un an, chaque année, à ces jeunes.
Et il y a une chose que je voudrais lui demander, c'est sur la base de son expérience comme cinéaste, comme documentariste, qu'est-ce qu'il pense de ce discours qu'on entend encore ici ou là, et un peu plus qu'ici ou là, sur le thème la jeunesse ne sait plus, la jeunesse ne peut plus, la jeunesse ne veut plus. Moi, l'impression que j'ai avec les jeunes dont je m'occupe avec cette association, c'est au contraire qu'il y a sans doute peu de lieux dans la société française où les jeunes soient aussi volontaires, aussi courageux, et je dis ça sans flatterie, hein, que dans ces quartiers populaires. Et d'une certaine manière, ça me fait penser à ce que mes parents m'ont dit des jeunes juifs polonais ou allemands arrivés dans les années 30 et qui avaient compris que la seule manière de s'en sortir, en dernière analyse, c'était d'étudier, d'étudier et encore d'étudier. Très bien, je lui poserai la question. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à vous.